Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation où l'on se passionne pour ce monde qui se dessine sous nos yeux. Alors on parle souvent de virtualisation, de numérique et puis peut-être un peu moins, sans doute, de moins en moins du PC. Alors cet ordinateur personnel, quel est son avenir dans ce nouveau monde? Je poserai la question à un constructeur historique de micro-informatique. Avec moi, Stéphane Huet, directeur général de Dell Technologies. Ce sera son interview dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, nous regarderons de près ce qu'il se passe du côté des objets connectés. Une autre révolution. Alors quelles sont les tendances ? La France est-elle en pointe sur ce secteur? Comment et pourquoi faut-il se lancer dans le monde des objets connectés? 3 spécialistes viendront en parler en plateau, dont une pépite française, Sigfox. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le monde de la donnée pour questionner son rôle dans le commerce demain. Avant de conclure par une innovation qui veut remettre au goût du jour les ballons dirigeables. Mais d'abord, place à l'interview. Bonjour Stéphane Huet. Bonjour Delphine. Alors que porte ce marché? Qu'est-ce qui porte encore ce marché du PC? Comment se porte-t-il? Comment ça va du côté de chez Dell Technologies? Écoutez, ça va très bien. Le marché des ordinateurs qui, pendant de nombreuses années, a été dit mourant, ne s'est jamais aussi bien porté. Évidemment, la crise du Covid a créé une très forte demande, que ce soit pour le télétravail ou pour l'enseignement également à domicile. Si je regarde en France, déjà depuis le début de l'année, on a livré plus de 3,5 millions d'unités pour le monde professionnel, ce qui est une croissance de plus de 3,5%. Et le 4e trimestre est prédit à plus de 7% de croissance, donc une très forte croissance. Que l'on va continuer de voir d'ailleurs l'année prochaine. On sent un renouvellement, que ce soit au niveau des administrations, des entreprises et des particuliers, pour de plus en plus de télétravail, de téléenseignement et de capacité Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que le télétravail a révélé qu'en fait, les gens étaient sous-équipés chez eux? Je pense surtout qu'il a révélé le besoin d'intégrer de multiples formes d'utilisation du PC, que ce soit déjà par la communication. On est tous maintenant familiers d'outils comme Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams. Donc il y a une capacité et un besoin en termes de communication qui passe maintenant par l'ordinateur portable. Il y a évidemment tous les logiciels associés, que ce soit les logiciels de messagerie, les réseaux sociaux, de chat, et puis toutes les applications d'entreprise. Donc une vraie demande croissante de plus en plus importante. Ce sont les entreprises en fait qui ont passé plus de commandes pour équiper leurs salariés, pas seulement au travail du coup, mais également chez eux. Alors absolument, donc les entreprises, les administrations, les universités, comme je l'évoquais, et ça s'est traduit par une forte croissance qu'on a vu dans les résultats du groupe, d'ailleurs au niveau du 3e trimestre, de très bons résultats qui ont été salués par les analystes, avec une croissance de plus de 3% year on year du revenu, soutenu par 2 éléments majeurs. L'élément historique que vous évoquiez à l'instant, Delphine, donc les ordinateurs portables qui ont connu plus de 7% de croissance au niveau monde. On a cru nos parts de marché de plus de 140 bips, donc de très beaux résultats, mais aussi une croissance forte dans le logiciel, puisque le groupe Dell Technologies, c'est bien plus que des ordinateurs portables. Maintenant, c'est environ 40% du chiffre d'affaires dans les ordinateurs, et le reste dans les équipements, des infrastructures et les logiciels pour les data centers et le cloud. Donc une croissance forte, en particulier de l'activité logicielle, qui a cru de plus de 8% ce trimestre, et donc qui a soutenu également cette croissance. Alors ça fait le lien avec mon autre question, parce qu'aujourd'hui, je le disais, on parle beaucoup de virtualisation et donc de cloud. Est-ce que c'est un concurrent direct du PC? La puissance, elle peut être déportée aujourd'hui dans le réseau, donc a-t-on encore besoin de faire une course à l'ordinateur le plus puissant? Alors, on voit, d'abord, le cloud n'est pas un concurrent, mais bien justement un élément essentiel de l'accès à tous ces moyens de communication et de livraison, que ce soit des applications ou des datas. Aujourd'hui, c'est-à-dire que le PC, c'est un simple support, un intermédiaire? C'est beaucoup plus que ça. C'est un outil de productivité très important. On a vu, en effet, la montée en gamme très forte
ces 18 derniers mois avec une demande de plus en plus importante pour des ordinateurs de moyen ou de haut de gamme en termes de capacité de calcul, en termes d'écran. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, Delphine, mais pour ceux qui ont été confinés et qui devaient télétravailler derrière leur micro-ordinateur, avoir un petit écran de 13 ou de 15 pouces et jongler entre les 3 ou 4 applications et on ne sait plus si on est visible à la caméra ou pas, ben on apprécie d'avoir des grands écrans, on apprécie d'avoir un deuxième écran, on apprécie d'avoir un environnement extrêmement confortable pour être productif et c'est là où la demande est très forte. Il y a encore des caractéristiques techniques qui font la différence sur ce marché. Plus que jamais. Plus que jamais, technique de design également. Je pense que le design est devenu un facteur aussi auquel les gens sont très sensibles. Mais la capacité, en effet, à intégrer l'outil et à le rendre plus intelligent aussi sont très importants. Alors, chez Dell, vous avez aussi vécu le confinement, comme tout le monde, partout dans le monde. Tous les salariés sont passés en télétravail simultanément, parce que je sais que vous en avez 165 000. Ça fait quand même beaucoup. Très bien informé. Ouais, ça fait quand même beaucoup de monde, non? Oui, alors... Comment l'équipe IT s'est organisée? Alors, on a la chance. Dell a une culture très forte du télétravail. En France, par exemple, depuis plus de 10 ans, nous avions favorisé le télétravail. On avait donc déjà plus d'un collaborateur sur 2 qui était en télétravail. En moyenne, 2 à 3 jours par semaine. Donc, c'était vraiment ce que j'appellerais un mode hybride et qui est, je pense, que les études montrent, là où les gens souhaitent aller. En général, on souhaite quand même contenir et maintenir une activité au bureau et avoir également, par moment, le confort et l'aisance du télétravail. Donc, ce passage mi-mars en télétravail, il s'est fait de façon... extrêmement douce, sans aucune interruption de service. Il n'a pas fallu rééquiper les salariés de Dell. Non, on était déjà bien équipés. On avait l'infrastructure et on a pu accompagner nos clients qui, eux, avaient besoin, en effet, une demande très très forte d'accompagnement. Et ça nous a permis de le faire non seulement en termes de proximité commerciale, de support technique, mais aussi sur toute la chaîne logistique de bout en bout. Et ça n'était pas une mince affaire, croyez-moi, que d'amener des ordinateurs qui sont produits dans différentes zones du monde en quelques jours auprès de nos clients. Et, à un moment où on en avait fortement besoin. Et on a réussi à le faire et je tiens à remercier ensemble. Quel est le premier métier de Dell aujourd'hui? Alors, le premier métier c'est plus la construction, la fabrication d'ordinateurs. Alors, absolument, vous avez raison, Delphine, c'est vraiment le leader de l'infrastructure mondiale. Aujourd'hui, Dell, c'est plus de 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est le numéro 1, c'est la société la plus importante. Michael Dell aimait toujours faire un petit clin d'œil il y a quelques années lorsqu'on est devenu plus grand que IBM, puisque lorsqu'il a démarré sa start-up il y a un peu plus de 30 ans, IBM était le géant de l'informatique. En plus, chez Dell, il y a eu des hauts et des bas. Oui, mais je pense que ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est d'avoir eu notre fondateur, Michael, qui a toujours été visionnaire et qui a été à la tête de la société, qui a toujours su la réinventer et la faire évoluer. Et alors, le premier métier, c'est-à-dire ce qui porte le chiffre d'affaires de Dell aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, je disais, il y a 3 activités, Delphine. Il n'y en a pas une qui l'emporte. C'est assez équilibré. C'est ça qui permet justement, qui montre la résilience du groupe dans des périodes troubles comme la phase qu'on est en train de traverser, avec une activité donc des ordinateurs qui représente à peu près 40% du chiffre d'affaires, une activité du data center, donc toutes les infrastructures data center, les serveurs, les solutions de stockage, les solutions de backup, qui représentent à peu près 35% du chiffre d'affaires, et 10 à 15% dans les logiciels, avec tous le leader mondial de VMware, de la virtualisation et de la gestion des environnements multi-cloud. Alors, on termine rapidement avec l'image que vous faites du PC demain. On va vers quoi? Sur quoi travaille la R&D chez vous, par exemple? Alors, je pense qu'il y a 3 grands axes de développement que l'on voit et qui sont déjà engrangés depuis longtemps. Le premier, c'est celui qu'on évoquait. L'ordinateur devient aussi un moyen de communication. Donc, on veut le rendre de plus en plus intelligent au niveau du visuel, au niveau de la caméra, au niveau du son. On va avoir des réducteurs de son, évidemment.
quand vous êtes en télétravail, on a tous vécu, je pense, ce chien ou cette porte qui claque ou le livreur qui sonne. Casque. N'est-ce pas? Voilà, donc on veut avoir un ordinateur plus intelligent qui sache gérer ça sans qu'on soit perturbé. Donc ça, c'est un premier axe de développement. Le deuxième axe, c'est évidemment la percée de l'intelligence artificielle avec un ordinateur qui nous connaît mieux, qui nous comprend mieux, qui va se configurer, qui va s'adapter à nos besoins. Et le dernier? Et le dernier, c'est un ordinateur qui est de plus en plus recyclable, car on voit de plus en plus d'ordinateurs partout. Le recyclage est un point essentiel chez nous. Aujourd'hui, évidemment, non seulement les emballages sont tous déjà recyclés, mais par exemple, les cartes mères et l'or des cartes mères est entièrement recyclé dans nos nouveaux ordinateurs. Merci beaucoup Stéphane Huet pour ce regard vers le PC aujourd'hui et demain, directeur général de Dell Technologies France. Nous, c'est l'heure de notre débat sur l'Internet des objets. Le temps des objets gadgets, ces objets connectés qui ne servent à rien, semble derrière nous. Aujourd'hui, ils prennent plus souvent la forme d'un bras robotisé dans une usine, de capteurs perchés sur des éoliennes ou encore posés sur des terres cultivées. Avec mes invités, nous verrons quelles sont ces grandes tendances des objets connectés pour 2021 et si la France reste en pointe. Alors, nous allons en parler notamment avec un des représentants français de ce secteur, Arnaud Teillac, directeur des services et solutions chez Sigfox France. Alors Sigfox, il faut rappeler que c'est la pépite française initiatrice du réseau 0G, le plus grand réseau conçu spécifiquement pour connecter les objets. Autour de la table également Emmanuel Privat, responsable du développement de l'offre IoT chez Software AG France, qui est un éditeur spécialiste de l'intégration des objets connectés et de la transformation des entreprises. Et puis en visio interviendra Youssef Miloudi, responsable de la recherche chez Carl Berger-Levrault. Il est expert en solutions et gestion du patrimoine technique et de maintenance. Alors, on va démarrer ensemble, Arnaud Teillac de Sigfox. Comment fonctionne cette technologie? On va quand même l'évoquer assez rapidement, qui est vraiment dédiée à créer un Internet des objets. Alors, Sigfox, c'est un réseau. C'est un réseau effectivement dédié aux objets connectés, qui permet d'acheminer des informations, de collecter de la donnée, de l'extraire au plus faible coût, avec des objets assez simples, des objets qui sont très peu énergivores, donc que l'on peut disperser, disséminer de partout, et donc d'acheminer cette donnée collectée vers le cloud et vers des plateformes métiers, comme celle des personnes autour de la table. Et donc, plutôt que d'utiliser des réseaux mobiles classiques? Alors, plutôt effectivement qu'utiliser des réseaux mobiles classiques. Les réseaux mobiles, on en parlait tout à l'heure, on parle beaucoup de la 5G actuellement. La 5G, c'est plein d'autoroutes, ce sont des grandes autoroutes, mais on n'a pas toujours besoin de faire passer toutes ces informations. Quand je veux extraire une donnée de température sur un champ, vous parliez d'agriculture connectée, dans un champ, une donnée de température, je n'ai pas besoin d'avoir un très très gros débit, je n'ai pas besoin d'avoir la puissance d'un téléphone portable pour ça. En revanche, si je veux avoir des objets qui vont couvrir l'intégralité de mon champ, des milliers d'objets qui vont être dispersés, pour avoir vraiment une précision sur où est-ce qu'il y a de l'humidité, ou enfin manque d'humidité, où est-ce que je dois arroser, et ben là, je vais avoir besoin d'un capteur qui est très très peu cher, qui va être très simple à déployer, qui va pouvoir remonter, collecter cette donnée à très faible coût, pour que la valeur que l'on en dégage soit nettement supérieure. Et très faible coût énergétique, très faible coût en termes de pollution numérique. C'est-à-dire que c'est une solution aussi qui est frugale et qui est de plus en plus tendance, on va dire. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, grâce à la simplicité de ces objets, à avoir des objets, bien entendu, qui sont autonomes, mais qui peuvent se dispenser de batteries et qui vont donc récupérer l'énergie de l'environnement. Ça peut être du soleil, ça peut être des ondes, etc. Alors, je disais, Sigfox, c'est une pépite française. Pour autant, tout le monde ne suit pas Sigfox. Tous les objets connectés n'utilisent pas son réseau. Emmanuel Privat, où en est la France sur le marché des objets connectés? Est-ce qu'on est en pointe aujourd'hui dans ce secteur? La France est un marché très dynamique. Ce que ne reconnaissent pas forcément nos amis étrangers. On a quelques petits mécanismes bien de chez nous, comme le crédit impôt recherche, qui permet de hoster des pilotes d'époque. Permet donc de les financer facilement? De les financer facilement, en réduisant de facto la question du ROI. Donc, il y a, même dans les grands groupes, quand on va voir, il y a énormément de petits projets
Puis on est une nation créative, une nation d'ingénieurs, donc voilà, il y a de la matière. Il y a de la matière, il y a beaucoup de projets qui sont développés. Alors, malgré cette crise Covid-19, aujourd'hui, on peut dire que ça reste un marché dynamique? Alors, on a quand même vu un certain attentisme au niveau des décisions, des projets qui étaient reportés, repoussés au long de 2020. C'est une tendance qui est assez générale quand j'échange avec mes homologues du marché. Ce qu'on sent également aussi, c'est que là, il commence à y avoir un frémissement pour 2021, des groupes qui commencent à se reconstituer, des discussions qui se relancent, à la fois en termes de partenariat et en termes de clients potentiels. Des groupes qui se constituent, c'est-à-dire qu'on est en train de consolider un marché ? Alors, le marché n'est pas encore consolidé. Ça va être une tendance plutôt moyen-long terme. Du fait de cette multiplicité de petits projets, en fait, va y avoir un phénomène de concentration. Ce qui est très difficile de prédire, c'est quand ce phénomène va se produire. Mais le mouvement, on le sent. Il est larvé. Je pense que c'est quelque chose qui va se produire dans les années qui viennent. C'est un horizon de 3 ans. Alors, nous allons donner la parole à Youssef Miloudi, responsable de la recherche chez Carl Berger-Levrault. Bonjour. Bonjour Delphine. Youssef Miloudi, vous nous entendez bien. Alors, quelles sont, selon vous, les dernières innovations intéressantes à suivre autour de l'Internet des objets ? Alors, sur l'Internet des objets, sur l'année 2020, on pourrait dégager, 2020-2023, moi, je dirais 5 grandes tendances. Il y a évidemment la sécurité qui est toujours une préoccupation. Et donc, il y a quelques innovations qui arrivent. Alors déjà, il y a de la normalisation par l'Europe. Et puis, des technologies de sécurisation directement dans le matériel, dans les processeurs, qu'on appelle Secure Element. Il y a l'edge computing, dont on parle depuis un certain temps, mais dont l'idée est de dire on fait le maximum de calculs dans les objets connectés et pas dans le cloud, et on transmet de l'information très qualifiée. Et puis, bien sûr, il y a la combinaison des objets connectés avec l'intelligence artificielle, en particulier dans mon secteur d'activité, pour tout ce qui est gestion technique d'équipement et puis maintenance prédictive. Alors, vous avez commencé à parler de sécurité, tout ça, mais quels sont ces secteurs qui sont les plus porteurs aujourd'hui pour les objets connectés ? Quels sont ceux qui avancent le plus vite ? On a évoqué l'agriculture. Oui, tout à fait. Donc, il y a l'agriculture, il y a l'industrie, c'est-à-dire qu'il y a eu une croissance assez forte sur les 3 dernières années. Je crois que le nombre d'objets connectés déployés dans des usines ou dans le secteur industriel, manufacturier notamment, a été multiplié par 4. Il y a aussi un secteur qui est en plein boom, qui était très automatisé aussi comme l'industrie auparavant, qui est celui du bâtiment. Donc, ce qu'on appelle le smart building. Et puis enfin, il y a quelques initiatives. Il y a aussi pas mal de croissance sur la ville intelligente ou la ville résiliente avec du déploiement d'objets connectés sur des territoires urbains. Alors ça, c'est intéressant, la ville intelligente, la smart city, parce que à chaque fois qu'on en parle, on évoque la 5G. Alors, qu'est-ce que ça va changer cette 5G ? Je sais que vous construisez un autre réseau dédié aux objets connectés. Ça va quand même apporter une valeur ajoutée, ça va quand même développer des usages. Ça apporte certainement une valeur ajoutée, ça développe des usages. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une complémentarité des technologies, des réseaux, la 5G d'un côté, la 0G de l'autre. Mais comment ils peuvent travailler ensemble ? Est-ce que ces réseaux vont être compatibles ? Alors, ces réseaux, techniquement, ne sont pas compatibles, mais ils sont compatibles au niveau d'une solution. Il y a deux cas de figure. Il peut y avoir des objets qui vont fonctionner, qui vont nécessiter beaucoup de complexité, de puissance, et peut-être qui vont utiliser de la 5G. Je vois dans certaines études qu'on considère comme une voiture autonome comme un objet connecté. Une voiture autonome a besoin effectivement de beaucoup de puissance. À l'inverse, ce dont on parlait tout à l'heure dans l'agriculture, on va le retrouver dans la ville sur de l'éclairage, sur du relevé de compteurs d'eau, sur du monitoring de réseaux d'eau chaude, etc. Là, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir cette 5G. On a besoin d'avoir... On va se retrouver dans une compétition. Les acteurs publics et locaux vont être obligés de choisir entre 2 technologies ? Non, c'est pas une compétition, c'est simplement qu'on choisit la technologie selon l'usage. Et ça, il y a un risque de confusion dans les tendances, justement parce qu'on amène cette 5G, il commence à y avoir une clarté, une certaine maturité du marché et des solutions. Et
certains essaient peut-être de ramener ça et de mélanger tout ça. Malgré tout, les deux, encore une fois, sont complémentaires. On voit même que la 0G est aussi un réseau de backup, donc de secours, voire qui peut sécuriser un réseau 5G. Pour une résilience, en fait. Exactement, ça apporte de la résilience, ça peut apporter parfois de la sécurité, parce qu'il y a des propriétés qui sont technologiques, qui sont propres à un réseau 0G. Donc il y a cette complémentarité. C'est déjà ce que l'on fait avec certains clients, grands clients, comme Verisure, etc. Alors justement, on va là, je parlais des grands enjeux grand public. On va aussi s'intéresser à ce qui se passe du côté du marché du B2B. Emmanuel Privat, est-ce qu'aujourd'hui, se lancer dans un projet d'objets connectés, c'est dire, voilà, je fais un pas de plus vers une stratégie du numérique? Est-ce que ça apporte une valeur? Ça apporte une valeur, c'est le troisième pilier du tabouret, un trépied stable. Aujourd'hui, s'il n'y a que de digitalisation qu'au niveau des applications et des processus, il manque un pilier, et c'est celui qu'on comble avec l'IoT. On va Les deux autres, ce sont la gestion des processus, oui, et l'intégration applicative. Voilà. Et donc le troisième, c'est l'objet connecté. Le troisième, c'est l'objet connecté. Et avec ça, donc, on a vraiment un socle stable pour pouvoir digitaliser l'entreprise et transformer les métiers. Et donc, c'est ce qu'on amène avec l'IoT. Et ce qu'on amène, c'est cette capacité aussi à pouvoir gérer la diversité des réseaux, puisque pour abonder dans le sens, on ne va pas unifier les réseaux. Aujourd'hui, nous, on couvre plusieurs centaines de protocoles sur notre plateforme. Ces protocoles vont continuer d'exister. Donc, en fait, l'enjeu pour les clients, c'est pas de trouver le bon protocole, pas uniquement, c'est de trouver l'élément fédérateur qui va permettre de rapatrier l'information de l'ensemble des objets sur cette hétérogénéité. Et ces projets d'objets connectés, ils apportent quelle valeur? Moi, je disais en introduction, c'était en fait de la collecte de la donnée. C'est ça qui aujourd'hui peut être valorisé? Alors, la collecte de la donnée, c'est ce à quoi tout le monde pense. Et c'est effectivement un élément important. Mais derrière la collecte, il y a la compréhension, l'analyse et après la valorisation, qui sont les deux étapes importantes. On a parmi les invités quelqu'un qui représente un éditeur de GMAO. Typiquement, il va être... GMAO, pardon. Donc, gestion de maintenance assistée par ordinateur. Et donc, il est extrêmement important quand on développe une solution IoT, qu'on ait également cette capacité à se connecter avec ces applications existantes en back-office, donc qu'il s'agisse de GMAO ou d'autres systèmes, des ERP plus généraux, de manière à constituer donc un tout cohérent et pouvoir valoriser la donnée de bout en bout. Alors, oui, je vous en prie. Je voulais rajouter, complémenter ce que vous disiez, en parlant des processus, et on parlait tout à l'heure de edge computing, sans forcément être sur le edge computing, ce qu'on voit apparaître effectivement avec des objets un peu plus intelligents qui vont pouvoir caractériser on va dire un événement, c'est de pouvoir attribuer à un actif, l'actif auquel l'objet est associé, de pouvoir attribuer une étape dans un processus. Et donc à ce moment-là, de pouvoir l'optimiser. Donc ce n'est pas qu'une information qui est remontée, parfois c'est qu'une donnée qui est remontée, parfois une donnée de mouvement, par exemple, peut permettre de définir une étape dans le cycle de vie d'un actif. Un conteneur qui est gruté pour être mis sur un bateau, c'est une étape importante dans un flux de transport. Avoir cet événement permet tout simplement d'optimiser son processus logistique. Alors, Youssef Miloudi, on a parlé de votre activité autour de la maintenance et de votre expertise. Quels défis posent aujourd'hui les objets connectés en matière de maintenance ? Alors, il y a deux défis. Le premier, c'est de savoir... comme ça a été évoqué là, de savoir relier les données des objets connectés à des données de processus. Et ce qu'il faut voir, c'est que un objet connecté, notamment dans des processus industriels ou dans le bâtiment, il peut nous envoyer des données très régulièrement, alors que les activités humaines de maintenance qui se font autour de ces actifs, elles se font à des échelles qui ne sont pas de la seconde, mais qui sont de la journée, voire de la semaine. Donc le premier défi, c'est de recoller ça et donc à partir de beaucoup de données, d'extraire une information qui ait du sens pour les équipes métiers. Le deuxième défi, c'est justement d'essayer de réduire la frontière entre les processus et ces actifs sur le terrain et bien sûr les objets connectés qui ramènent les données de ces actifs. Alors un exemple concret que l'on fait avec une société française qui produit des objets connectés à Nice, c'est de dire par exemple pour surveiller les centrales de traitement d'air, on peut mettre des objets connectés qui vont mesurer un certain nombre de données. Et ce qu'on fait avec eux, c'est de produire des modèles prévisionnels, prédictifs, à partir des données de maintenance que l'on a dans nos outils, et de descendre ces modèles dans les équipements pour que directement,
l'objet connecté puisse enclencher, comme l'a évoqué mon confrère de Sigfox, puisse enclencher directement un événement dans le processus pour dire il faut intervenir aujourd'hui, demain ou dans 7 jours pour venir changer le filtre. Alors, on l'a aussi brièvement évoqué, la question de la sécurité. Moi, je fais régulièrement des débats dans Smartech sur la cybercriminalité, comment on fait pour se protéger. Et à chaque fois, j'entends un mot sur les objets connectés. Ça n'arrête pas, on me dit, voilà, aujourd'hui, c'est une porte d'entrée, c'est une faille. Les objets connectés ne sont pas suffisamment sécurisés. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, vous qui travaillez au quotidien dans cet univers ? Moi, je peux déjà vous répondre à un élément. Arnaud Teillac. C'est que justement, vous parliez tout à l'heure de 5G, quand on va avoir des objets, des systèmes qui sont complexes, effectivement, ça va faire émerger, ça va faire naître cette problématique de sécurité. Avec des objets qui sont extrêmement simples, qui sont extrêmement basiques, finalement, la sécurité, il y a très peu d'actions qui peuvent être réalisées. Quand ça passe un objet qui renvoie peu de données sur un réseau 0G, on ne peut pas avoir ces mécanismes, ces attaques qui ont été réalisées à base de caméras, IP et autres, etc. Ce n'est techniquement pas possible. Donc c'est là encore... Ils permettent peut-être d'avoir une porte d'entrée vers le réseau de l'entreprise. Alors c'est pas au niveau de ce type d'objet. Ça va être effectivement avec des systèmes beaucoup plus complexes. Ensuite, comme ça a été évoqué tout à l'heure, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place, que ce soit avec des secure elements, que ce soit avec de la blockchain, il y a tout un tas de mécanismes qui arrivent. De toute façon, la sécurité reste une course. Vous proposez un système sécurisé ? Est-ce que ça fait partie de l'offre aussi de Sigfox ? Oui, tout à fait, bien entendu. La sécurité est intégrée au réseau, à l'offre de connectivité. Mais encore une fois, le fait d'avoir une très faible empreinte, j'entends au niveau système, sur les objets, permet de s'affranchir de failles. Et peut-être le fait d'avoir un réseau dédié aussi limite les risques. Le fait d'avoir un réseau dédié, le fait également que le réseau ait certaines propriétés physiques, qui font tout simplement que, par exemple, il peut très difficilement être brouillé. Emmanuel Privat, c'est une préoccupation importante aujourd'hui chez les clients ? Oui, tout à fait. Alors la sécurité... Tant mieux. Tout à fait. Dans l'IoT, la sécurité se décline à plusieurs niveaux. Il y a effectivement un aspect sécurité au niveau du réseau, mais il y a également un aspect sécurité très fort au niveau de la plateforme. Il est très différent. Aujourd'hui, on dit dans l'informatique... classique, 90% des failles viennent de l'intérieur. Et donc, c'est important quand on va faire l'investissement dans une plateforme IoT, qu'on regarde un petit peu quelles sont les caractéristiques de sécurité, la gestion des utilisateurs, la gestion des droits. Aujourd'hui, on a un client qui est un des leaders mondiaux des ascenseurs, c'est la société Schindler. Et on peut imaginer que pour piloter à distance avec la plateforme des ascenseurs, dans le monde entier, il faut avoir des mécanismes de sécurité hyper robustes. Donc, c'est pas tout le monde qui a le droit d'opérer les ascenseurs. Il faut qu'on ait une discrimination des rôles, des responsabilités. Et ça, c'est un aspect qu'on a tendance à masquer, à oublier. On a tendance à se focaliser sur le réseau en disant sécurité réseau, sécurité réseau. Oui, mais quid de la sécurité opérationnelle, la sécurité des utilisateurs Voilà, c'est encore une fois, ce n'est pas monsieur tout le monde qui a droit d'accéder au patch d'un automate sur un ascenseur parce qu'il y a des vies humaines en jeu. Et donc ça, c'est des aspects très importants qu'il faut regarder avant d'investir dans un projet IoT. Youssef Miloudi, vous voyez arriver, vous, des clients et des objets en maintenance qui n'ont pas été bien sécurisés ou pas du tout même pensés pour la sécurité ? Alors, voir arriver... En fait, il y a un tas d'objets sur le marché qui viennent de différents pays, de différents constructeurs. Et effectivement, on retrouve des objets qui sont pas vraiment sécurisés, qui peuvent être dédiés à la maintenance et qui utilisent des protocoles pas sécurisés. Après, des objets professionnels, ils sont souvent assez bien sécurisés. Comme on l'a expliqué, par exemple, comme Sigfox ou LoRa, où il y a une sécurité, j'ai envie de dire, par design ou par conception, par nature même de l'objet. De toute façon, c'est une préoccupation très importante chez nos clients. On a un client dans le secteur aéroportuaire et sa première préoccupation a été la sécurité et à tous les niveaux, y compris la sécurité au niveau de l'objet connecté lui-même, puisqu'il était accessible sur ses équipements. Alors, on a passé le stade du gadget, je pense que ça, on est tous d'accord pour le dire. On n'a pas encore passé le stade de la maturité sur ce marché.
Qu'est-ce qu'il va falloir gravir? Quelle est la prochaine étape pour réussir à ce que ce marché des objets connectés devienne vraiment mature? Arnaud Teillac, oui. Alors, moi, je crois qu'on arrive à une étape de maturité qui va voir des déploiements, qui voit déjà des déploiements. Si je prends un exemple qui a été annoncé récemment par Sigfox, une nouvelle référence, la Poste autrichienne. La Poste autrichienne qui utilise le réseau pour traquer, pour suivre son parc de chariots. Ce qui est intéressant, c'est que la Poste autrichienne a été convaincue et a été amenée par la Poste allemande, qui est un client de Sigfox depuis des années. Et pourquoi ils ont pu les amener? Tout simplement parce que la solution a été déployée, parce que ils ont pu démontrer, avec des chiffres, les bénéfices opérationnels, parce qu'ils ont pu montrer le ROI, le retour sur investissement, directement de la solution. Et donc, ils ont joué le rôle de prescripteur. Ils ont dit à leurs collègues tout simplement de l'utiliser parce qu'ils avaient des gains. Donc, on commence à avoir des entreprises avec un historique, des déploiements massifs qui ont un historique. Et donc, on a une réutilisation des solutions. Donc, il y a cette maturité dans les solutions. Il y a une maturité qui se traduit aussi par des objets qui vont être plus spécifiques, plus adaptés à un métier. Il y a quelques années, peut-être si je reste dans le domaine du tracking, on n'avait que des trackers génériques. Aujourd'hui, on va avoir un tracker, je parlais tout à l'heure, pour un container maritime qui va capter des événements spécifiques, pour des fûts de bière qui vont en capter d'autres, etc., qui va avoir une forme qui va être différente. Donc on commence à rapproche davantage du métier. C'est exactement ça. On a cette diversité, cette pluralité d'objets et de solutions, cette verticalisation des offres qui font qu'elles sont tout simplement beaucoup plus pertinentes. Ça, associé à des références, de grandes références qui ont encore une fois un historique qui peuvent démontrer des chiffres. Et puis, il y a, je crois, une maturité intellectuelle, Emmanuel en parlait tout à l'heure, maturité des entreprises qui sont prêtes à investir. On fait encore un peu de tests, bien entendu, mais qui consiste peut-être beaucoup plus à valider que la solution s'intègre bien dans les processus, s'interface bien dans les systèmes existants des entreprises. C'est pas juste pour démontrer qu'on est capable d'avoir un objet connecté qui va envoyer un message. Comment est-ce qu'on accompagne correctement les entreprises, Emmanuel Privat, dans leur projet d'objets connectés? On les accompagne. Quelles sont les principales difficultés auxquelles elles vont faire face? L'une des principales difficultés pour celles qui ont déjà un pilote ou un POC en cours, ça va être de fédérer en fait l'ensemble de leurs cas d'usage et de trouver le dénominateur commun en fait, parce que la tendance c'est que tout le monde a fait son pilote dans son coin entre guillemets, sans que ce soit péjoratif. Et le challenge c'est de fédérer l'ensemble de ces projets dans une vision unique, parce que derrière à la clé il y a des économies d'échelle qui sont considérables. Et donc, voilà, l'accompagnement, il se fait à ce niveau-là, il se fait en expliquant ce qui existe, en expliquant que voilà, c'est possible, que les technologies sont prêtes, et en le prouvant par l'exemple. La chance, c'est qu'on a un certain nombre de références qui permettent de démontrer en fait comment on est capable d'intégrer des cas d'usage divers et variés dans une seule et même plateforme. Et donc, voilà, il y a un travail d'étude à faire avec le client sur la consolidation de ces cas. Youssef Miloudi, c'est pratiquement la fin de ce débat. Vous voyez, vous, une complexité qu'il va falloir soulever, qu'il va falloir écarter pour que ce marché des objets connectés puisse vraiment grandir? Oui, s'il reste une complexité aujourd'hui pour que ce marché grandisse, c'est certainement de traiter des questions d'interopérabilité des objets. Typiquement, on a beaucoup de protocoles différents en fonction des constructeurs d'objets connectés, et avoir une standardisation pour faciliter l'intégration et l'échange des objets entre différentes plateformes et même entre eux serait une avancée qui réduirait la complexité. Bon, j'espère qu'on vous aura entendu dans l'industrie. Merci beaucoup Youssef Miloudi, responsable de la recherche chez Carl Berger-Levrault, Arnaud Teillac, directeur des opérations et services commerciaux chez Sigfox France, et Emmanuel Privat, responsable du développement commercial de l'offre IoT chez Software AG France également. Donc juste après la pause, on va parler du rôle majeur de la donnée dans le commerce de demain.
Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le monde de la donnée. Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA, auteur chez LexisNexis et cofondateur du Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Alors en matière d'e-commerce, l'époque est au click and collect, dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est une nouvelle habitude qui interroge cette place de la donnée dans le commerce, la relation marchande. Mais avant d'aller plus loin, je profite d'avoir un avocat en plateau pour vous poser cette question. Est-ce que toutes ces pratiques click and collect, click and drive, call and collect, e-réservation, est-ce que tout ça désigne de la vente à distance juridiquement ? Oui, bonjour Delphine. Alors effectivement, vous avez raison, depuis le début du confinement, il y a eu un effet d'engouement pour le e-commerce. Ça, c'était le premier confinement. Donc ça, c'est de la vraie vente à distance. C'est-à-dire que les gens achetaient sur le site, ils payaient sur des véritables sites e-commerce. Ça a, Dieu merci, sauvé une partie des enseignes. Mais il faut être très clair, ça ne les a pas toutes sauvées parce qu'en fait, ça n'a sauvé que ceux qui avaient des sites e-commerce et donc des moyens de paiement en ligne. Les petits commerçants ont beaucoup souffert du premier confinement, évidemment. Et pour éviter l'effondrement des petits commerçants lors du second confinement, le gouvernement a appelé de ses voeux au développement du click and collect. Et le click and collect n'est pas toujours de la vente à distance. En fait, pour être très simple et pour résumer les choses, le click and collect, c'est véritablement, normalement, si vous voulez, c'est cliquer, donc c'est réserver un produit à distance, en principe le payer à distance et venir simplement le retirer en magasin. Mais certains commerçants n'étaient pas équipés en site e-paiement, donc ils ont développé des dispositifs où en fait vous envoyez simplement un email, donc c'est des email and collect, voire parfois vous téléphoniez, ce qu'on appelle le call and collect, et vous veniez retirer la commande en magasin. Et dans certains cas même, vous faisiez simplement une mise de côté de l'article que vous alliez consulter sur place puisque le commerçant n'avait pas pris le soin ou n'avait pas eu le temps de prendre des photos de tous ces articles, et donc vous alliez en fait opérer votre vente sur place. En fait, toute la question est de savoir quand le consommateur a définitivement choisi et confirmé sa commande. Si c'est à distance, alors c'est de la vente à distance et c'est réglementairement assez lourd pour le commerçant puisqu'il est obligé de mettre à disposition un dispositif de droit de rétractation, donc de se rétracter et donc de rendre l'article si la personne finalement change d'avis, ce qui est très coûteux pour le commerçant. Si par contre c'est une vente sur place qui est préparée à distance mais qui est véritablement formée sur place, alors le commerçant sort de ce champ réglementaire lourd et retombe dans un champ beaucoup plus léger. Ça veut dire du coup que le consommateur n'a pas ce droit au délai de rétractation. Exactement. Et c'est vrai que il est possible, enfin moi je pense que si le click and collect ou la vente préparée à distance se développe pour les petits commerçants, il n'est pas impossible que le législateur soit amené à modifier la loi parce que tout ce dispositif de la vente à distance est assez lourd pour des petits commerçants. Intéressant. Alors, au-delà de cette crise sanitaire et des restrictions qui y sont liées en termes de fréquentation actuelle des petits commerces, en quoi la gestion de la donnée vous semble être une clé pour permettre aux commerçants de garder, même de développer le contact avec leurs consommateurs sans tomber évidemment dans le travers du spamming ? Oui, alors, la grande nouveauté de cette mutation qui est accélérée par la crise sanitaire, c'est que la donnée, les petits commerçants, si vous voulez, sont propulsés dans le monde de la donnée. Ils n'y étaient pas forcément habitués. En fait, la donnée, c'est le capital le plus essentiel du commerçant, parce qu'avant d'être un bien, c'est le lien qui le lie à son client. En fait, c'est comparable, si vous voulez, à l'information présente dans le cerveau d'un commerçant. Vous savez, un bon commerçant, c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire, et puis qui est imaginatif, quelqu'un qui connaît ses clients, qui sait les appeler par leur prénom, et puis qui sait à peu près quand sont les anniversaires des uns et des autres. Eh bien, de la même manière, la donnée est tout à fait comparable à l'information qu'on a dans son cerveau. Elle doit être gardée en mémoire. Un bon commerçant doit avoir une bonne mémoire, donc il doit bien stocker les données. Et puis, elle doit être ordonnée, c'est-à-dire stockée de manière ordonnée pour être mobilisable pour des opérations commerciales, par exemple de la prospection, ou aussi pour améliorer la connaissance client, faire des statistiques, par exemple. Sur le plan juridique, en fait, les choses sont assez simples puisqu'un commerçant a le droit aujourd'hui d'envoyer des emails quand il a acquis les données de ses clients pour les solliciter pour des ventes de produits similaires ou analogues. Donc les choses sont assez simples. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'avec l'arrivée massive de ces modes d'achat semi-numériques ou totalement numériques, les petits commerçants en particulier doivent massivement investir dans des équipements et des compétences numériques. Et ça, c'est coûteux. Alors, moi, je pense qu'une des pistes, à l'image du monde agricole au XXe siècle qui s'était regroupé, vous savez,
savez que la France était une nation agricole avec des petits agriculteurs qui s'étaient regroupés en coopératives pour pouvoir acheter les moissonneuses-batteuses. Eh bien, je pense qu'au XXIe siècle, les commerçants pourraient prendre un petit peu modèle sur ce qui s'est passé et donc se regrouper pour investir dans des compétences et des technologies numériques. Et d'ailleurs, il y a des initiatives françaises en ce sens. On pense notamment à la Galaxie Muliez qui a porté un projet qui s'appelle Fashion Cube. Et donc, des enseignes se regroupent pour investir dans des technologies et des infrastructures numériques et pour reprendre un petit peu le pouvoir par rapport à des géants comme Amazon. Et pensez-vous, Mathieu Bourgeois, que ce soit compatible avec le commerce local et ce vœu d'un commerce plus vert aussi ? Alors, la donnée, effectivement, tout à fait possible, et c'est même d'ailleurs une excellente piste, la donnée doit permettre de limiter le gaspillage. Pourquoi ? Parce que grâce à une bonne gestion de la donnée, il y a moins de réassort. Vous savez que le problème des commerçants, c'est que en fait, ils achalandent, ils équipent leur magasin de produits dont ils ne savent pas s'ils vont les vendre. Grâce à la donnée, on peut connaître mieux ses clients, on peut même devancer leurs habitudes et éventuellement leurs désirs, et donc on pourrait, dans un monde idéal, ne produire et ne fournir que ce qui va se vendre en fait. Donc oui, la donnée devrait permettre aux commerçants traditionnels de limiter le gaspillage, et puis la donnée peut aussi permettre de créer des modèles alternatifs et par exemple de ressusciter le marché de l'occasion. On voit par exemple des plateformes françaises comme Vestiaire Collective, qui sont des plateformes extrêmement qui ont le vent en poupe, et qui ont inventé un modèle très crédible et très original répondant à l'équation écologique, puisque vous savez que sur des plateformes comme celle-là, par exemple, vous achetez des biens d'occasion qui sont des biens de luxe, donc des biens que le tout à chacun ne peut pas se payer nécessairement de manière neuve, mais d'occasion c'est possible, et on renoue en plus avec ce souhait que l'on voit émerger dans la société de transmission et de garder des beaux objets. Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, avocat associé chez KGA, auteur chez LexisNexis. On termine nous avec le pari d'une entreprise française qui est de ressusciter le Zeppelin. À quoi ressemblera demain ? Alors Cécilia partage avec nous chaque jour ses trouvailles. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une nouvelle version du ballon dirigeable. Oui, une société française a fait le pari de ressusciter le ballon dirigeable et d'en faire le premier dirigeable de fret au monde. Alors il n'y aura pas de passagers, uniquement des charges lourdes dans ce dirigeable. La société s'appelle Flying Whales et elle est installée en Nouvelle-Aquitaine. Et son nom, bien sûr, il indique une baleine volante, mais en réalité, cet objet sera encore plus gros que ce mammifère. Il faut compter 154 mètres de long, c'est-à-dire 2 fois un avion Airbus de 380. Et puis aussi, comptons 42 mètres de hauteur, 60 mètres de largeur. Il sera capable de transporter jusqu'à 60 tonnes de marchandises. Alors c'est très séduisant, mais il faut quand même rappeler que si les ballons dirigeables se sont arrêtés, c'est parce qu'il y a eu un accident très grave et donc qu'on a considéré qu'ils étaient trop dangereux. Oui, l'accident dont vous parlez, certainement, c'est l'exemple le plus connu, l'explosion d'un Zeppelin à Édimbourg en 1937 qui avait causé la mort de 36 personnes. Mais alors aujourd'hui, il y a une grosse différence de technologie. On a banni en fait l'hydrogène, un gaz hautement inflammable. Aujourd'hui, on utilise l'air chaud ou alors l'hélium. Dans ce cas, Flying Whales a choisi l'hélium. Pour le reste, ces objets voleront sur le même principe que les ballons dirigeables du passé, c'est-à-dire grâce à la poussée d'Archimède. C'est ce principe scientifique qui dit que si le gaz porteur contenu dans l'enveloppe est de densité inférieure à l'air environnant, eh bien, il s'élèvera dans le ciel. Et plus cet écart de densité est important, plus la charge portée pourra être lourde. Alors, il s'ajoute à ça un moyen de propulsion aujourd'hui et de manœuvrabilité, évidemment. Elle sera garantie, cette manœuvrabilité, par des petites hélices sur les côtés de l'appareil. Et puis, le moteur, lui, sera hybride, c'est-à-dire à la fois électrique et thermique. Le résultat, c'est donc un dirigeable qui consommera 50 fois moins qu'un avion et qui émettra 50 fois moins de particules qu'un avion. Alors si on regarde cette comparaison avec l'avion, est-ce que le dirigeable sera
plus ou moins résistants aux conditions climatiques? Oui, alors en fait, il y aura un obstacle de taille pour le dirigeable, c'est le vent. C'est-à-dire que le ballon pourra résister à la pluie, à la grêle, aux tempêtes, aux orages, mais pour le vent, ce sera très compliqué. Cela va limiter son champ d'action. En conséquence, malgré toutes ses compétences technologiques, l'appareil devra rester sur le bord quand il y aura des conditions météo pas assez clémentes. Mais sur ce point, les constructeurs rassurent. D'après les statistiques de la société, les dirigeables pourront voler quand même en moyenne de 100 à 300 heures, 300 jours par année. Et alors, la nouveauté, en fait, c'est le secteur auquel se destine cette nouvelle activité du dirigeable. Oui, alors clairement, ce dirigeable il aura pour vocation de parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour accéder à des sites limités en infrastructure. Alors pourquoi ? Parce qu'en réalité, tout est parti d'une demande de l'Office national des forêts qui avait besoin d'optimiser l'accès à ces bois les plus inaccessibles. Il y a des zones vraiment compliquées. Et puis aujourd'hui, créer une route pour aller chercher toutes ces ressources en bois, ça coûte plus cher en fait que les ressources elles-mêmes. Et puis en plus, bien sûr, c'est néfaste pour la nature. Mais ce dirigeable, il faut le dire aussi, est doté d'une immense soute juste dessous. Il se destine aussi à plusieurs secteurs, outre les forêts. Pour le transport de pièces industrielles, par exemple, la livraison de matériaux de construction ou encore tout ce qui va être en fait réalisable finalement par les airs et qui nécessitera de porter une charge lourde. Quand est-ce qu'on verra ces grandes baleines voler dans le ciel français ? Alors elles seront prêtes fin 2023, début 2024 normalement. L'entreprise prévoit à long terme 10 à 15 machines volantes en France. Et puis à l'échelle mondiale, elle ambitionne d'en distribuer 150 de ces dirigeables à travers le monde dans les 10 premières années de commercialisation. Alors il faut le dire, la région Nouvelle-Aquitaine s'est engagée dans ce projet en entrant à hauteur de 10 millions d'euros au capital de la société. Et puis d'autres pays comme le Canada, les États-Unis, la Chine aussi ont parié sur cette technologie, sur cette société Made in France. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Je vous laisse quitter le plateau pour aller présenter le Lab Startup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.